Salut, ça craft. Ça craft à mort, ouais. Est-ce que ça Comme chaque semaine. NFTise plutôt? Moi, non, pas du Non, tout. moi ça NFTise un petit peu parce Eh que, ben, c'est alors peut-être que certaines personnes le sauront déjà, j'ai tenté d'écrire un très long dossier sur les NFT, le marketing des NFT dans les spiritueux, pour les brasseries, distilleries, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup d'opinions, positives comme négatives. Donc c'est assez intéressant, ça dure 29 minutes à lire si vous êtes motivé. Sinon, on peut le diviser en plusieurs séquences et c'est sûrement ce qu'on va faire dans ce podcast-là. Et aujourd'hui, on va plus s'intéresser sur mon retour d'expérience personnelle sur tout ça. Donc, ce que j'ai tenté de faire, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai fait et ce que j'ai pas voulu faire. Donc, ça fait beaucoup de beaucoup de points. Donc, pour rappel, l'article du blog s'appelle Pour ou contre l'émergence des NFT sur le marché des bières, vins et spiritueux. Et on va très rapidement partir sur ce que j'ai tenté de faire parce que, comme tout le monde, je sais pas, c'était milieu d'année dernière. On a commencé à entendre le mot NFT de partout. C'était des recherches Google bien trendy à l'époque. mmh. Personne sait ce que c'est. Peut-être que personne ne sait toujours pas ce que c'est Mais parce que ouais, c'est c'est ça que toujours un je peu me dis. compliqué. Les non-fungible tokens, ces espèces de trucs qui, pour le commun des mortels, ressemblent vaguement à un genre de JPEG ou de GIF qui coûte cher, qui est associé au monde de l'art et puis qui s'achète avec de la crypto et puis qui, une fois acheté, donne un statut social en mode j'ai acheté un NFT, il est stocké dans mon ordinateur, ça sert absolument à rien, mais je suis C'est content. la c'est la Rolex de 2022. Voilà, ouais. C'est peut-être un peu ça. En tout cas, voilà, il y a tout ce phénomène crypto qui intéressait déjà plein de monde bien avant 2021. Il y a beaucoup d'entreprises et de marques de spiritueux et de boissons qui s'y sont mises. Et notamment récemment, je crois, Budweiser qui avait acheté Mmh. le nom de domaine beer.eth Ouais, pour 95 000 dollars, un truc comme ça, donc à peu près 75 000 euros, ce qui n'est pas donné. mmh. Et alors les points ETH, c'est la plateforme Ethereum, qui est une blockchain, l'une des blockchains les plus connues sur laquelle tout se passe globalement, C'est la une concurrente au deuxième en Bitcoin. capitalisation Ouais, les aujourd'hui. concurrents des Bitcoin, quoi. Et du coup, moi, ça me rappelait, on va dire, il y a 10 ans, je crois, ou 15 ans, quand je travaillais dans une agence de site web et que j'avais un pote qui était un petit peu sur les bons coups. À l'époque, on allait sur sedo.com, sedo.com, je ne sais pas si ça existe encore, mais Ça me dit rien du c'était tout. en gros euh, une plateforme qui te permettait d'acheter des noms de domaine et du coup, c'était un peu de la spéculation de noms de domaine. Donc, tu achetais des noms de domaine qui pourraient, Mmh. en gros, être bien revendus. Et c'était à l'époque, il y avait encore pas mal de place pour des .com intéressants ou des .fr ou des choses comme ça. Donc là, le but, c'était juste d'acheter des noms de domaine et de les revendre. Donc, de la spéculation. C'est peut-être pas très bien. Mais en Mmh. tout cas, voilà, le but, c'était de se faire de la thune, quoi. Clairement, c'était Alors l'objectif principal. et du coup, petite parenthèse, je crois que le nom de domaine qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est pas sex.com ou quoi, c'est lasvegas.com. Voilà. Ah ouais? Petite Ok. minute culture générale, mais ouais, je crois que c'est celui qui est le plus cher aujourd'hui. Ok, ah, je savais pas du tout ça. Mais du coup, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'avec tout le côté crypto, il y a des hébergeurs, des hosts crypto qui sont apparus pour acheter des noms de domaine crypto, donc qui marcheraient que sur des navigateurs ou dans l'espace web 3.0. Mhm. Globalement, quand on se fait des transferts d'argent crypto, on pourrait associer notre wallet à notre nom de domaine crypto, ce qui permettrait de dire à une personne, bon, tu me transfères tant de Bitcoin ou d'Ether sur euh, tel nom de domaine .eth par exemple ou .crypto et Finalement, ça évite de mettre une suite de caractères hyper longs et incompréhensibles. un peu Ça te comme un transfert Lydia ou voilà, PayPal où tu files juste ton email ou ton téléphone voilà. et
Ok. Là, ce serait ton nom de domaine perso attitré .eth, .crypto, etc. Qui serait un Et portefeuille en soi. voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus lié à une personne, alors personne morale ou personne propre, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus pour des transferts d'argent que juste que plutôt avoir un site internet réellement sur cette plateforme. Parce que je crois que des sites internet crypto, c'est encore une autre technologie, etc. En tout cas, là, le but, c'est, je me suis dit, bon, ok, il y a Unstoppable Domain, je crois, qui lançait ça, le fait d'acheter des noms de domaine .crypto, .eth, etc. Et je me suis dit, bah écoute, essaye de faire ça comme il y a 15 ans Spécule. et de regarder ce qui peut s'acheter, ce qui peut être cool ou non, ce qui est dispo ou pas. Et du coup, avant que Budweiser achète son beer.eth, je sais pas, peut-être 6 mois avant ou un an avant, j'avais fait le test et j'avais acheté hardseltzer.eth parce que je voulais filouter, essayer d'avoir le monopole sur ce nom de domaine-là. Et puis Rare Wine, les vins rares.eth, parce que je me suis dit, bon, bah, tout ce qui est lié au NFT, c'est l'unicité, la rareté, etc. Donc peut-être qu'avoir le mot rare dans le nom de domaine pourrait être cool. Donc au final, bah, j'ai fait ça. Je suis allé sur Unstoppable Domain, j'ai chopé des noms .crypto, des noms .eth, et puis il y a tout un process comme ça où on doit lier sa wallet crypto. Donc ça, on passe les détails et tout. C'est pas très intéressant si vous voulez. Il y a plein de tutos dessus. En tout cas, je suis arrivé à obtenir ces noms de domaine et à l'époque, j'étais content. Je me suis dit, bah voilà, j'ai mon nom de domaine. Si un jour il y a quelqu'un qui me fait une offre qui est assez cool, peut-être que je pourrais le revendre et ça pourrait Voilà. être top. Faites vos offres en DM. Faites vos offres, voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'offres, il y avait le Art Seltzer, il me semble. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a fait une offre. Alors, je reçois pas de notification. Hein, j'avais juste mis ça en bookmark et j'ai vu quand on va sur artseltzer.eth, quand on va tout en bas, on voit que je l'ai acheté il y a un an, le 30 mars, bah, quasi pile un an. Et il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui m'a fait une offre de 100 dollars pour le racheter. Donc Des 100 dollars, autant USDC dire même. que c'est rien, autant que je le garde, parce que si Budweiser a acheté son truc 100 000 balles, je vais pas m'amuser à vendre un truc 100 balles. Mais bon, voilà, ça c'était pour le LOL. Et tout ça, c'est arrivé avant que je sache, bien évidemment, ou que je m'intéresse au côté environnemental et à l'impact désastreux que les NFT pourraient avoir sur l'environnement. Donc ça, c'est une autre question. Je ne savais pas du tout qu'acheter un nom de domaine pouvait consommer autant. Et du coup, vu qu'il y a eu pas mal de blogs, pas mal d'articles là-dessus, j'ai voulu vraiment savoir combien j'avais consommé en achetant juste un nom de domaine.eth, parce que pour prouver qu'un truc soit vrai, soit sécurité, soit fiable, pour qu'il soit inscrit dans la blockchain, il faut qu'il y ait 30 000 serveurs derrière qui interagissent pour faire pas mal de on va dire d'analyses mathématiques ou d'énigmes, résoudre beaucoup d'énigmes mathématiques pour arriver à prouver que le nom de domaine est bien à soi et l'intégrer dans la blockchain. Donc encore des trucs ultra geeks, hein, mais qui sont quand même un peu intéressants. Mais et pour ça, le nombre de machines, là, c'est un chiffre comme ça ou c'est un chiffre fixe Enfin, là, tous les calculs là, dont tu parles, tous tu les parlais calculs combien sont de faits 300 par... ça, c'est des machines dans le monde entier qui sont reliées en réseau et qui font ça de manière décentralisée pour arriver à prouver. Je crois que ça s'appelle Proof of Work, c'est POW, donc preuve de travail. Et c'est justement le système un peu désastreux en termes écologiques qui va être peut-être remplacé par le Proof of Stake. C'est une autre manière, un autre protocole, quoi. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir en ce moment. C'est Ethereum 2.0, ouais. Voilà, qui est censé venir, mais qui vient jamais. Enfin, c'est très obscur tout ça. Et en gros, il faut juste penser à des milliers de machines dans des caves, je sais pas où, à Singapour, en Chine, aux États-Unis, peu importe, mais qui travaillent et qui consomment de l'énergie pour prouver que tu es bien le propriétaire de ce truc-là et l'inclure dans la blockchain et voilà, que ce soit infalsifiable, etc. Et donc, j'ai voulu faire mon test avec un outil qui s'appelle carbon.fyi,
Et c'est un espèce de calculateur d'empreinte carbone lié à une adresse Ethereum. Donc, tout simplement, j'ai mis mes 2 noms de domaine, Rarewine et Artselzer, dans ce petit calculateur. Et j'ai fait analyser. Et en gros, ils m'ont dit que j'ai consommé 112 kilos de CO2 pour l'achat d'un seul des 2 noms de domaine, soit 224 kilos de CO2 pour ces 2 noms de domaine. Donc, en gros, j'ai grave pollué en faisant 3 clics, en pensant juste que ce serait cool d'avoir un nom de domaine. Alors, la chose que je ne sais pas, c'est combien ça pollue pour des noms de domaine classiques. Quand on va sur One and One, Yonos, OVH, tout ça, j'aimerais peut-être, il faudrait peut-être que je fasse ma petite enquête là-dessus, savoir combien ça consomme. En tout cas, là, pour le coup, les noms de domaine classiques, c'est davantage centralisé. Il n'y a pas ce côté y a pas preuve, de blockchain. Il n'y a pas de Ouais. blockchain ou quoi. C'est juste, tu dois, c'est quoi? C'est l'ICANN ou quelque chose comme ça qui a un registre de tout ça. Yonos, OVH et tout, c'est finalement que des prestataires qui revendent le truc, je pense. Enfin, je pense que ça marche comme ça. Mais tout est centralisé, je pense. Enfin, à vérifier. Ouais, ça reste des entreprises standards et tout le process est centralisé, c'est sûr. Donc du coup voilà, donc j'ai acheté ça, j'ai regardé ça, j'ai regardé sur Carbone et ça m'a lâché 224 kilos de CO2. Et du coup, j'ai voulu savoir à quoi ça correspond, parce que moi, je ne sais pas à quoi ça correspond. 224, c'est pour les 2 noms de domaine, c'est ça? Voilà, 112 pour chaque. C'est 112 par... Et tu sais ce que ça veut dire, là, quand il y a écrit que cette adresse a initié 4 Ethers de transactions? Non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi correspond ces transactions. C'est le nombre de jetons qui a été créé pour faire une transaction, etc. Parce que c'est fou, ça. Parce que 4 Ethers, enfin, je n'ai pas les cours, mais ça représenterait peut-être $12 000 ou quelque chose comme ça de transactions. Sauf que très, très, très cher, mais c'est bizarre, ça correspond à rien. C'est de l'argent qui est chelou. En tout cas, 112 kilos, c'est assez fou, parce que quand tu penses que là, je relayais des infos sur des distilleries qui réduisent le poids de leurs bouteilles de quelques grammes et ils font une économie de quelques tonnes d'émissions de carbone par an en faisant ce genre de move. Finalement, là, tu réalises qu'avec une adresse, tu as déjà cramé peut-être 1%, 10%, de toutes ces économies potentiellement faites à plus grande échelle en changeant une bouteille chez une prod. Enfin bref, le ratio c'est totalement est un peu fou, Donc, ça va être peut-être la conclusion de l'épisode un peu après. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'en étais là. Donc, j'ai regardé ça et je l'ai mis dans un générateur d'équivalence de CO2 pour savoir à quoi ça correspondait. Donc, j'ai trouvé un truc sur Internet qui s'appelait monconvertisseur CO2.fr, dans lequel j'ai mis mes 224 kilos de CO2 et je suis tombé sur une bonne petite liste amusante ou non, c'est plutôt pessimiste au final, mais en gros, ça ferait l'équivalent de 1200 km en avion. Donc, j'ai mis dans mon article de blog à peu près 3 allers-retours Paris-Lyon ou 1100 km de voiture ou de TGV. Et après, il y a toutes les équivalences en nombre de repas VG, de repas avec bœuf, de smartphones créés, etc. De litres d'eau du robinet, ça aussi c'est assez violent de se dire que ça consommerait 495 litres. Ouais. Ça. Attends, de litres d'eau en bouteille ou 1,6 million, 7 millions même de litres d'eau du robinet, quoi. Ok. C'est assez étrange encore ce genre de convertisseur. Ça serait intéressant d'où viennent les données. Je crois qu'il y a un truc juste en dessous qui est marqué. Mais voilà, c'était ma petite enquête perso. Alors, je ne suis pas journaliste ou autre. C'est pas en gros mon job, mais je trouvais ça assez fou et je trouve que l'impact carbone est déjà assez compliqué à réduire. Pourquoi on se rajouter des choses un peu étranges qui peuvent totalement être à l'encontre de nos valeurs fondamentales, si bien sûr ça fait partie de nos valeurs d'être éco-responsable et de faire attention à la préservation de la planète, tout ça.
Donc, en gros, ça, c'était mon expérience pour tout ce qui est nom de domaine crypto, qui reste encore assez obscur, mystique en ce moment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec des noms de domaine crypto dans les années à venir? Et entre-temps, j'ai voulu du coup m'intéresser aux NFT d'une autre manière. Donc ça, tout ce côté-là, tout le fait de savoir combien de calculer mon CO2, etc., je l'ai fait tout à la fin. Là, ma collection de canettes que j'ai voulu mettre en place, dont je vais parler, c'était avant de savoir. Voilà, c'était avant de savoir aussi. Je l'ai fait en même temps que les noms de domaine. Donc ça, c'est un autre truc. En 2020, j'ai fait un challenge personnel qui s'appelait le 366 Cans Challenge, où j'ai designé une canette par jour pendant 366 jours. C'était juste pour me prouver que je savais encore designer des canettes et être encore bon en packaging design. Du coup, j'avais créé un site à l'effigie du truc, etc. Et je me suis dit, bon, un NFT, c'est quoi? C'est un truc rare. Plus c'est rare, plus du coup, ça peut être numéroté. Ça fait office de design. Je me suis dit, il y avait peut-être un truc à jouer en mettant chaque canette en NFT, etc. pour potentiellement faire des actions bonnes ou gagner de l'argent, tout simplement. Récompenser ce travail de design ou autre. Et j'avais une espèce de vision peut-être très très utopiste de me dire que c'est intéressant d'avoir des designs digitaux, peut-être pour pallier au côté packaging design qui polluerait, donc le fait de vendre un produit sous packaging. Donc pourquoi dans l'avenir on ferait pas plus de coffrets, juste on vend la bouteille ou même on vend le liquide en vrac, mais en échange, on aurait un espèce de packaging digital, etc. Donc, j'avais essayé d'extrapoler le truc très loin, tout en sachant pas dans quoi je mettais les pieds et que le truc polluait de fou. Donc voilà, donc du coup, j'ai voulu créer cette collection de canettes en NFT sur OpenSea, donc qui est la marketplace pour NFT, donc l'espèce de site e-commerce NFT le plus populaire et le plus simple de s'inscrire. En gros, il suffit d'avoir sa wallet perso et puis tout le monde peut y entrer et tout le monde peut vendre ses NFT dessus. Alors, j'ai essayé de m'intégrer dans 2-3 trucs un petit peu plus, on va dire, premium, parce qu'il y a beaucoup de marketplaces pour des artistes, pour des photographes, pour des artistes 3D, etc. Il y avait Rarible, Foundation, etc. Des trucs qui était très classieux et c'était un peu l'élite des artistes qui avaient droit par mail, etc. Et ça, bon, j'ai malgré avoir rempli plein de formulaires, fait des vidéos spécifiques, tout ça, j'ai jamais été pris dedans. Ils avaient sûrement pas besoin de moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me rabattre sur le truc où tout le monde peut être et ça me... Ouais, au final, OpenSea, c'est la plateforme pour le coup. Bah maintenant, c'est The Place to Go et même on peut le voir dans l'article. Ouais, c'est ça. On peut voir dans l'article que j'ai écrit qu'il y a Budweiser qui s'y sont mis et un petit peu avant, c'était quoi Budweiser et Stella Artois aussi, donc deux grands groupes de bière. Les deux se sont mis sur OpenSea pour faire des collections, donc comme moi ce que je voulais faire. Et du coup, bah, je me suis mis dessus, j'ai commencé à créer ma petite page OpenSea, donc voilà, que j'ai appelé 366 NFT Cans Challenge. Et j'ai commencé à mettre un item dessus qui était la canette numéro 1. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, en gros, pour mettre en place ton premier NFT, donc tu peux mettre en ligne l'objet comme ce que j'ai fait, mais s'il n'est pas minté, donc minter quelque chose, c'est le frapper, je crois en anglais, je crois que c'est la traduction. En gros, c'est faire en sorte qu'il soit vendable puis transférable. Pour faire ça, tu dois payer des frais de transfert, des frais d'essence, donc ça s'appelle du gas fee.
qui est c'est un espèce de cours, un peu comme la bourse ou choses comme ça. Alors Et en fait, c'est que c'est un incentive parce qu'en gros, dès que tu fais des opérations sur la blockchain et tout, ça nécessite de faire tourner des ordinateurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas mal d'ordinateurs. Et du coup, Mm. l'incentive pour que les gens aient des serveurs ou mettent à contribution leur PC perso, même pourquoi pas, pour participer à ça et donc utiliser leur propre électricité. L'incentive, c'est que tu es rémunéré pour faire tous ces calculs et valider toutes ces transactions. Et forcément, plus la blockchain Ethereum, en l'occurrence, est populaire, plus il y a de transactions et plus l'incentive est gros forcément pour les gens qui font toutes ces opérations. Et Ouais. voilà. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que ces gas fees, justement, sont très très élevés. Bah alors à l'époque, j'ai l'impression qu'il coûtait peut-être 60-70 euros. Enfin, ça pouvait aller. Et après, ça a fluctué. Et au moment où moi, je voulais mettre ma canette en ligne, le gas fee était de 300 euros. Donc là, ça m'a fait Wow. un gros choc. Je me suis dit, OK, le but, c'est de gagner un peu d'argent. Mais si je dois d'abord dépenser 300 balles D'accord. pour avoir l'espoir d'en vendre une, et peut-être même pas si ça marche jamais, ça me fait quand même 300 balles de perdu pour rien dans le vent. Donc ça, il y avait déjà la première question qui était question d'argent. Après, je me dis, bon, bah, si un gros projet rentre, hop, peut-être 300 balles à mettre dedans, t'essayes et puis tu te mets vraiment dedans et puis ça peut le faire, hein, pourquoi pas. Et à ce moment-là, voilà, donc j'avais mis ma canette en ligne, mon item en ligne. Donc en gros, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un GIF, une animation, une vidéo, un JPEG. Ce qui est intéressant derrière, c'est que tu peux extrapoler ce que la personne va acheter en fait. Et là, quand on va sur la page de l'item en question, donc là, Ouais. moi, c'était ma canette numéro 1 qui s'appelait Ikigai, un Aposhu, donc c'est-à-dire une bière sans alcool japonaise. On peut voir en dessous, tu as la description du produit, donc low malt beer, etc. Des propriétés, donc là c'était une taille 500 millilitres, etc. En fait, ce qui est fou, c'est que tu décris un produit virtuel, Ouais, mais de manière physique. Mais c'est assez d'accord. drôle. Donc tu lui mets des caractéristiques, Mais alors, volume. est-ce que ça veut pas dire que l'idée derrière, c'est aussi que toutes ces représentations digitales soient associées à un produit physique, comme on peut le voir, et peut-être on en reparlera dans un autre épisode, tout ce qui est block bar avec toutes ces bouteilles que tu achètes. Tu as le NFT qui représente Hmm. la propriété, mais tu as une vraie bouteille physique derrière. Donc peut-être, je ne sais pas si OpenSea est dans cette optique aussi, que finalement, tu as des NFT, mais qui sont raccordés à des... Bah pour le coup, là, ça aurait pu Bah, être une vraie canette. ouais, c'est là que je trouve un peu ça what the fuck, et c'est pour ça que ça peut être difficile à comprendre, parce que du moment où tu achètes quelque chose, j'ai l'impression que tu achètes le package que la Mm. personne aura bien voulu te donner. Donc c'est là où je sais pas quel genre de contrat tu peux acheter. Est-ce que tu transfères exactement ce que le mec achète? Est-ce que c'est obscur? Est-ce que c'est clair? Enfin, là, c'est un peu c'est pas très transparent, je trouve. Mm. Moi, ce que j'avais proposé, c'était, en gros, j'avais mis c'est marqué includes unlockable content. Donc, j'avais mis du contenu qui était protégé, qui était bloqué. Je m'étais amusé, j'avais fait une chaîne de caractères avec des codes, avec un décodeur que tu pouvais avoir, et ça te donnait un lien à la fin, un lien web, tout ça. Enfin, je suis allé jusqu'au bout dans mon trip. Et en gros, l'idée aurait pu être multiple. Ça aurait pu être le mec m'achète ma canette unique en NFT et ça lui débloque le fait de pouvoir utiliser ce design dans ses productions. Donc D'accord. ça aurait pu être Ah. juste OK, bah t'achètes ma canette à 900, j'avais mis en équivalent à 900 balles, je crois. Et Il achète les droits pour utiliser le voilà, design, quoi. voilà. Je me suis dit ça pouvait être un truc cool, parce qu'au final moi ça me rémunère, la personne, il y a un côté unique et ça passe par une transition de un peu de nouvelles technologies. Donc je trouvais qu'il y avait un peu de hype là-dedans, je trouvais ça Et puis, cool. enfin, je trouve là où c'est très cool, c'est que c'est inscrit dans la blockchain que tu transfères la propriété de ce design à la personne et que du coup, elle est en droit de l'exploiter et personne ne peut le contester, quoi.
Ouais, mais alors c'est là où je me dis, dans un contrat en mode, loi, jurisprudence en France et tout, enfin, qu'est-ce qui fait foi? Où est-ce que c'est marqué que j'intègre ça dans mon truc? Parce qu'au final, alors peut-être que là je l'ai pas mis, c'est pour ça Hmm. qu'il est pas mis, mais tu vois, je sais pas, en extrapolant ça dans la loi française, à quoi ça ressemblerait si, le mec m'achète ça et je lui dis: «Bah non, t'as pas le droit d'utiliser, mes droits». Hmm. Bon, je pense que c'est juste du bon sens et d'être respectueux Bon, et être professionnel, mais j'imagine que la loi s'adaptera à ça et que peut-être elle-même, ou je sais pas, il y a peut-être des actes notariés qui vont dans le futur être réglés comme ça. Et décentralisé. Ouais, ouais, voilà, enfin, je sais pas. Donc, ouais, c'est assez j'imagine fou. qu'aujourd'hui, effectivement, on va dire, on a la foi dans la blockchain et du coup, on considère que ce contrat est valide. Après, il y a toute une techno derrière qui fait qu'on n'a pas de raison de ne pas y croire parce que va hacker des centaines de milliers d'ordinateurs pour modifier des contrats comme ça, c'est pas possible. Euh, mais bon, moi, Ouais. je trouve l'idée très très cool et il y a peut-être des gens qui réfléchissent à copyrighter, je sais pas, des recettes de cocktails comme ça aussi. Enfin, il y a pas de limite, quoi. Non, c'est clair, bah, à la limite, c'est juste ta créativité à toi et comment tu veux faire. Voilà, j'avais pas encore de truc fixé, ou alors je me suis dit, bah, peut-être reverser 1% de ce que je gagne à une association caritative ou de protection de l'environnement et tout. Et après, je me suis dit, une fois que j'ai su combien ça coûtait ou quel impact ça avait de manière Hmm. environnementale, je me suis dit, putain, mais c'est le chat qui se mord la queue et c'est complètement absurde de vouloir détruire un petit peu la planète pour reverser un peu de l'argent à une association qui la préserve. Enfin, je me suis dit au bout d'un moment, c'est trop alambiqué, c'est trop bizarre et au final, le fait de m'être rendu compte de l'impact écologique, plus le fait de devoir potentiellement payer 300 balles de fees. Alors, c'est une seule fois, hein. Une fois que tu les as payés, les fees, tu peux uploader autant de NFT que tu veux et tous les autres sont gratuits, apparemment. Ah oui. Donc, ça, c'est pas à chaque item que tu mets, c'est une seule fois. Alors Après, il y a. par contre, les fees sont liées aux transactions. Donc, si tu revends le NFT en question, Ouais. chaque NFT que tu revends, va y avoir une transaction qui va être validée et du coup, il y a quelqu'un qui se rémunère derrière pour valider cette transaction. Et ça peut être toi aussi. Là, quand je Euh, décidais de mettre en ligne cet item-là, il y a deux, trois trucs que tu coches avant, qui ne sont pas marqués ici dans les détails, mais en l'occurrence, il y a le fait de demander des royalties, un genre de royalties. Donc, j'avais mis genre, je ne sais pas, peut-être 10% ou 15%, ce qui fait qu'en D'accord. gros, une fois que le mec achète ce produit-là, s'il le retransfère à quelqu'un d'autre, toi, tu reçois en crypto-monnaie Ouais. l'équivalent en royalties. Donc, c'est ça qui est génial pour les artistes et c'est pour ça que ça marche aussi bien dans la sphère de l'art. C'est qu'au final, une fois que quelqu'un a vendu une œuvre, elle n'est pas chez la personne et puis lui, il la revend à qui il veut ou elle est volée, elle est revendue, etc. Et la personne initiale, l'artiste initial ne gagne plus rien. Au final, à chaque fois qu'il va y avoir un transfert ou une vente, si le mec a mis ça dans ses conditions à lui, il va se récupérer des royalties. Et ça, c'est un Hmm. truc hyper intéressant pour les artistes. Donc Bah, voilà. je trouvais ça super intéressant aussi par rapport, si on revient aux spiritueux, mettons que tu as t'as des vins très précieux. Enfin, mettons un truc de Romanée Conti qui est vendu, qui sort de chez la Romanée Conti, il est vendu à un certain prix. Dès lors qu'il est sorti du lieu, et si quelqu'un s'aventurait à spéculer dessus, à le revendre, même si c'est très compliqué parce que, il y a quand même des protections à ce niveau-là, euh, la valeur à laquelle il serait revendu par la suite, au moins le producteur initial pourrait être rémunéré sur cette spéculation. Là où aujourd'hui, sans cette techno, en fait, tu as vendu ta bouteille 1000 balles. Si quelqu'un la revend 100 000 balles des années après, le producteur initial, il aura eu ses 1000 balles et puis c'est tout. Alors que là, Ouais. c'est pour le coup, c'est très cool. C'est de se dire que si des gens spéculent, au moins même le producteur initial va pouvoir en tirer quelque chose, quoi. J'avoue que ça, c'est un truc plutôt cool. Après, tu peux choisir ou non
de recevoir ce genre de royalties à la base avant de frapper ton NFT. Bon, qui ne le ferait pas au final? Si tu peux te grappiller un petit truc à chaque fois, je doute que peu de monde dise non, je veux rien à chaque fois qu'il y a un transfert. Après, là, tu vois, dans l'optique de ces canettes et de ces designs, c'était d'avoir un design unique pour peut-être une utilisation unique. Et je pense que n'importe quel brasseur, distillateur ou vigneron qui veut vendre ses produits, bah, il ne voudrait pas avoir la même canette et le même design sur les étalages d'un concurrent. Donc, au final, peut-être que le fait de revendre ça n'était pas opportun pour mon cas de figure à moi. Mais voilà, du coup, voilà, j'ai un peu trippé, c'était un petit test. Et ce que j'ai vu un peu plus tard sur YouTube, c'est que maintenant, tu peux apparemment mettre en ligne des items en choisissant pas la blockchain Ethereum pour avoir des items à 0 €, donc pour ne pas payer de gas fee. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu payes pas de gas fee et que tu peux quand même mettre ton truc sur OpenSea. Enfin, et je trouve que déjà la technologie est tellement complexe et difficile à comprendre qu'on a du mal à se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, etc. Si c'est gratuit, c'est peut-être qu'il y a un autre truc derrière et tout. Donc là, c'est en gros quand vous mettez votre NFT en ligne. Je pense que c'est pas gratuit, mais c'est que tu parlais de proof of work. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres blockchains qui cartonnent beaucoup, type, je pense, Solana, ou tu as peut-être Cardano aussi Cardano qui arrive. C'est qu'en fait, eux, ils sont sur le proof of stake déjà, ou d'autres trucs, ce qui fait qu'ils sont plus rapides, ils peuvent gérer beaucoup plus de transactions simultanément, plus que Ethereum, par exemple. Du coup, par défaut, les transactions sont moins chères. Et là où tu payes 60-300 balles chez l'un, peut-être sur Solana, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y avait des trucs, ça te coûtait 1 centime, tu vois. C'était plus rapide, ça coûtait beaucoup moins cher. Et pour le coup, je sais pas après dans quelle mesure est-ce que cette histoire de CO2 et tout est valide dès lors que tu passes sur des blockchains qui sont... typiquement Cardano, je pense qu'ils sont très éco-conscients et ils développent tout pour justement pas se retrouver dans ce genre d'impasse ridicule où effectivement tu payes des fees incroyables et en plus voilà, tu te dis pour ton point ETH tu as mis 112 kilos de CO2 pour rien finalement. Ouais, non, c'est sûr. Donc peut-être que ce projet est voué à se concrétiser finalement, mais sur une autre blockchain, quoi. Ou sur Ethereum 2.0 le jour où c'est dispo. Et après, je pense que ça dépend des marketplaces aussi, parce que tu vois, OpenSea donne la possibilité de mettre sur la blockchain Ethereum ou de mettre sur la blockchain Polygon. Donc Polygon, c'est celle que tu choisis pour ne pas avoir de gas fee. Donc ils ont aussi leur site web, leur protocole et tout. Polygon, c'est un truc qui est basé sur Ethereum, c'est une surcouche ou je sais pas. Ouais, ou une sous-couche ou une filiale ou je sais pas trop, c'est un autre protocole, je crois. Mais après, ouais, ça va dépendre des marketplaces. Peut-être qu'en fonction, peut-être que si tu as une marketplace un peu plus premium que OpenSea ou qui est là pour tout le monde, derrière, tu as accès à des blockchains qui sont soit plus éco, soit, je sais pas, plus rapides ou plus secure. Et Cardano, qui en ce moment fait parler d'elle pour son côté plus ou moins écolo, sur leur site internet, il faut quand même aller loin pour voir la réelle portée de ce qu'ils vont faire, quoi. Parce qu'ils mettent plus en avant le fait que ce soit fiable, sécuritaire et rapide, plus que ce soit éco. À chaque fois, ils disent on utilise moins de trucs, low consumption, etc. Mais en fait, c'est quand même de la consommation, donc c'est moins par rapport à quoi, par rapport à qui, etc. C'est toujours ça qui est pas transparent, quoi. Je pense que c'est une question de comment c'est codé. Ça doit être mieux optimisé pour que les calculs derrière soient moins compliqués, donc nécessitent moins de ressources d'ordinateur. Après, je pense qu'il ne faut pas tout jeter dans le sens où aussi tu peux avoir j'imagine que toutes ces boîtes qui gèrent toutes ces opérations peuvent utiliser des énergies, je sais pas, solaires, des trucs éco-friendly, qui fait que ça consomme de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui est OK.
Ouais, bah, pour l'instant, c'est encore loin d'être ça, hein. Il y a beaucoup de magazines Hmm. et qui crient le holà là-dessus. En parlant de soleil, je commence à me faire complètement Ouais. assommer. Là, je vais finir Bah, fondu comme un vampire. Mais ça va recharger la batterie. c'est ça, ouais. Donc voilà, c'était un petit peu le topo de mon expérience personnelle sur tout ça. Donc clairement, voilà, ça reste un petit peu encore flou. Ça peut être très cool et vu qu'on est geek et qu'on est un peu nouvelle techno, etc. Moi, je suis super fan de tout ça et je voulais vraiment le mettre en place. Mais ouais, le côté environnemental m'a vraiment freiné vu que ça fait partie d'une des valeurs principales de mon studio. J'ai dit bah non. Donc autant je sais, je connais, je peux parler de ce genre de choses, autant je ne le ferai pas et je dirais pas à mes clients d'aller là-dedans. Enfin, ça c'est à l'encontre de mes valeurs jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution et que ce soit Hmm. clairement prouvé, quoi. Bon, je Donc pense qu'ils bossent dessus et que puis qu'il y a des gars, il y a des gens qui veillent là-dessus aussi. Donc, ouais, ne je serait- pense ne- aussi. Ouais. ne serait-ce que Elon Musk, quand il retire le Bitcoin de Tesla, tu vois, c'est pour des considérations écolo. Après, bon, t'avais un projet de loi là pour l'Union européenne justement pour bannir le proof of work, qui est D'accord. pas passé pour le coup parce que ça aurait rendu illégal le Bitcoin. Mais voilà, il y a plein de réflexions, je pense, dans ce sens. Donc, ce qui est cool, c'est que tout ce que tu as testé là, donc t'as pas minté les NFT, donc t'as pas payé ses fees, Il est t'as juste en pas, ligne, mais pas transférable. Ouais, c'est voilà, ça. t'as créé une fiche produit, mais il est pas, voilà, il est pas en vente, C'est quoi. ça. Ouais. Mais voilà, ça veut pas dire que c'est fini, quoi. C'est work in Non, progress, je non, pense. non. Bah, j'aimerais bien que ça le soit Mais pas c'est parce super que intéressant. C'est super ouais. intéressant parce qu'il y a vraiment pas de limite en fait sur les applications. Là tu as donné deux exemples. Bon, la spéculation sur les noms de domaine, après c'est autre chose. Mais le coût des canettes, comment tu peux transférer la propriété d'un design, peut-être appliquer ça au cocktail, appliquer ça, je sais pas, à des recettes, je sais pas. Est-ce qu'un jour on aura la recette de la chartreuse en NFT, j'en sais rien. Va savoir, quoi. Bref. Ouais, je sais pas. En tout cas, le soleil a flingué À mon appareil flinguer, ouais. photo. Le soleil dit qu'il il est temps de conclure cet épisode. Ouais, c'est clair. Bah, désolé, on ne va pas ma tête jusqu'au bout, mais à mon avis, ce sera pas très très grave. Surtout pour la version audio. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des idées d'application de toutes ces technos, ce que ça vous inspire ou quoi, n'hésitez pas. On va vous mettre aussi le lien de l'article de Ludovic, là, si vous voulez vous faire... vous avez un trajet de 30 minutes et que vous voulez lire ça, c'est l'occasion. Ouais. Et puis si ça vous intéresse, nous, je pense que dans tous les cas, on réabordera ce sujet sur d'autres points, sur des campagnes similaires qui auraient pu être faites par des marques, des trucs très concrets, des trucs chez Blockbar notamment, et voir un peu toutes les applications. Bref, il y a beaucoup à dire et je pense que c'est pas fini. Voilà. Je sais pas si C'est clair. Bah non, rien à rajouter, à part le fait que peut-être qu'il faudrait faire une version audio de cet article, qui ouais. serait assez long aussi. Mais au final, je pense que The Battlefield Show va s'en charger aussi. Donc voilà, bah faites-nous vos retours. Est-ce que vous aussi, vous voulez spéculer? Est-ce que vous aussi, vous voulez être éco-friendly et ne pas du tout toucher à ce genre de choses ou juste parce que ça vous saoule et que vous y comprenez rien? Dites-nous tout en commentaire et voilà, on acceptera avec plaisir tous vos commentaires, tous vos messages. Voilà. Bref, bah, à la prochaine, hein. Abonnez-vous, tout ça, et portez-vous bien. Ciao. Yes, ciao ciao.